تمارا سيتي شباب اليوم لمدينة الغد. Il y a des milliers d'années, un enfant est mort. Il aurait dû reposer à jamais, oublié du monde. Mais la découverte récente de son squelette bouleverse la communauté scientifique. Il se passe quelque chose. Je crois qu'on a fait une découverte. Une équipe de chercheurs travaille sans relâche aux quatre coins du monde dans l'espoir de percer le mystère de la vie de cet enfant. À partir de simples monticules de terre et de fragments d'os, ils vont tenter de reconstituer une époque tout entière. À New York, un jeune artiste s'efforce de recréer le visage de cet enfant qu'il n'a jamais vu. Tous ensemble, ils espèrent pouvoir remonter le temps et compléter l'histoire de l'humanité avec de nouvelles connaissances. Et pour la première fois, nous pourrons contempler le visage du plus vieil enfant du monde. Victor Deak redonne vie aux défunts. Formé à la sculpture classique, il aide les scientifiques à se représenter des espèces préhumaines depuis longtemps disparues. Mais la commande pour laquelle il est sollicité aujourd'hui est tout à fait inédite. Il s'agit de la radiographie en 3 dimensions d'un ancien crâne. Ou plus exactement, de fragments de crâne. La tâche de Victor n'est pas évidente car les os sont en mauvais état. Ils sont abîmés et déformés. Les archéologues qui lui ont fait parvenir ce document n'ont pas encore été en mesure de confirmer l'espèce, une première étape cruciale pour comprendre l'histoire du crâne. Mais Victor pense peut-être pouvoir les aider. Pour lui, ce crâne renferme de très précieuses informations. L'histoire débute par une incroyable découverte au Maroc. Il se passe quelque chose. Harold Diebel a consacré 30 ans de sa vie aux fouilles archéologiques. C'est la première fois qu'il met au jour un crâne. C'est un grand moment pour moi. On ne s'attend jamais vraiment à en trouver car ils sont très rares. Tous les fragments humains sont importants. Et quand on met la main sur un crâne aussi complet, c'est forcément un événement. Un crâne peut fournir des données sur les premiers humains d'Afrique que ne peuvent pas livrer des outils en pierre. Cet exemplaire révélera peut-être des informations inédites sur les origines de l'homme, car il date d'une période méconnue, mais déterminante. Établir l'âge exact de ce crâne est un travail de longue haleine. Les murs de la grotte sont constellés de trous correspondant aux différents échantillons prélevés. Chaque couche est analysée à l'aide d'une technique appelée luminescence stimulée optiquement. Elle permet de savoir quand le sol a été en contact avec la lumière du soleil pour la dernière fois, et en particulier les petits grains de quartz contenus dans le sol. Dans l'obscurité, les grains de quartz ont généré des électrons libres. En comptant ces électrons, on peut dater cette couche, ainsi que tous les ossements et les objets qu'elle renferme. L'analyse révèle que le crâne est âgé de 108 000 à 110 000 ans. Une période importante de notre histoire, mais tellement ancienne qu'elle est difficile à reconstituer. Le christianisme date de 2000 ans.
Les pyramides d'Égypte de 5000 ans environ. L'agriculture d'à peine 10 000 ans. Du haut de ces 108 000 ans, ce crâne est 10 fois plus ancien. Il s'agit d'une époque de transition majeure, mais qui reste encore méconnue des chercheurs. Pendant 4 millions d'années, de nombreuses espèces d'hominidés ont évolué puis disparu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'homme de Néandertal, trapu à la peau claire, adapté à la vie sous les latitudes nord, et l'Homo sapiens plus svelte, à la peau plus foncée, façonné par le paysage africain. Il faut maintenant déterminer de quelle origine est le crâne découvert, Néandertal ou Homo sapiens. Ou pourrait-il appartenir à une espèce encore inconnue? Peut-être s'agit-il d'un chaînon manquant qui pourrait expliquer la transition entre les espèces primitives et modernes. Ces os, vieux de plus de 100 000 ans, sont extrêmement fragiles. La moindre erreur de manipulation de la part des archéologues pourrait les détruire. Harold fait faire 2 moulages en plâtre de la zone entourant le crâne. Le premier pour conserver une vision précise de l'état dans lequel il a été trouvé. Et le second pour éviter que les os ne s'effritent. Vous pensez que 2 couches suffiront? Harold prévient immédiatement Jean-Jacques Hublin, le directeur du département de l'évolution humaine à l'Institut Max Planck en Allemagne. Fantastique. Même pour un professionnel chevronné, cette découverte est une première. Éminent spécialiste de l'anatomie humaine à l'âge de pierre, Jean-Jacques Hublin observe les dents de manière à avoir une idée de l'âge de cet individu au moment de sa mort. La taille de la boîte crânienne indique qu'il s'agit d'un enfant. La percée des molaires lui fournit un indice supplémentaire. Une telle dentition correspond à un enfant très jeune, d'environ 6 ans. Quel était son quotidien? Jouait-il comme ses enfants aujourd'hui? S'agirait-il du plus vieil enfant du monde? Scientifiquement, ce crâne est inestimable. On retrouve rarement des enfants. Or, ils peuvent livrer de précieuses informations sur les grandes étapes de développement qui font de l'être humain une espèce unique. Bien que fragmentaire, c'est le spécimen d'enfant le plus complet jamais trouvé en Afrique datant de cette période cruciale, durant laquelle notre espèce est apparue pour la première fois. Harold Diebel ne sait pas encore s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Mais il décide de lui donner un prénom marocain féminin, Bouchra, qui signifie « bonne nouvelle ». Les os vont être transférés dans un laboratoire de pointe. Mais en marquant un bloc de sédiments avant de le déplacer, les archéologues font une nouvelle découverte. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a une série de côtes. Il y en a plusieurs. Ça, on dirait une clavicule. Ça pourrait très bien être le haut du tronc de cet enfant. Il semblerait que les os de Bouchra s'étendent au-delà d'un crâne. Les archéologues retrouvent un squelette partiel avec des côtes et probablement un fémur et un tibia. Si ces os appartiennent effectivement au corps de cet enfant, l'extraction va être un peu plus compliquée. On va sans doute devoir déplacer davantage d'objets. Vous êtes prêts? Ne nous fais pas une attaque, Paul. C'est très lourd.
Harold Dibble va maintenant se séparer du crâne et des os de Bouchra, qui ont été soigneusement enveloppés dans une épaisse couche de terre et de plâtre. Il va se rendre au laboratoire de Jean-Jacques Hublin en Allemagne, où Bouchra le rejoindra dès que toutes les formalités auront été réglées. On attend ce moment-là depuis très longtemps. Personne n'a vu le crâne depuis... Quand déjà? Le 8 ou le 10 juin. Il est resté enfermé dans un placard au Maroc. On n'est jamais au bout de nos surprises. Même maintenant, alors qu'il ne reste plus qu'à le réceptionner. Alors on croise les doigts. Inch'Allah. Le docteur Abdel Bensar, le collègue marocain d'Harold, a fait le voyage avec Bouchra. Mais le cortège singulier ne tarde pas à attirer l'attention des autorités allemandes. Vous parlez anglais? Un petit peu. Il y a quoi là-dedans? Une tête. Pardon? Une tête, un crâne. D'accord. Les autorités sont rassurées et l'équipe est enfin au complet. Les 50 cm3 de grotte marocaine arrivent au centre de recherche sur l'évolution humaine le plus renommé au monde, l'Institut Max Planck. Ah, la voilà. Bouchra semble avoir bien supporté le voyage. Il faut maintenant la libérer de son enveloppe de plâtre. Pendant que l'équipe se prépare, la nouvelle arrive aux oreilles des chercheurs de l'Institut. Bouchra est une célébrité. À vous l'honneur, coupez Abdel. Tous retiennent leur souffle. Après 5 jours de nettoyage minutieux, Bouchra émerge enfin de son enveloppe de protection et soulève de nouvelles questions. Ce qui nous manque, c'est un visage. Oui, cette forme de visage est étrange, n'est-ce pas? Il y a comme un gros vide ici. C'est cassé. Après avoir passé tant d'années enseveli sous 1 mètre de terre, le crâne de Bouchra est en 1000 morceaux. On dirait qu'il manque une partie du visage. C'est sans doute parce que le crâne s'est brisé et que des morceaux ont été déplacés. Mais la dentition est absolument remarquable. C'est fascinant. On devrait les recoller. Sinon, il va falloir prendre les morceaux un par un. Dans cet état, le crâne ne pourra pas apprendre grand-chose aux archéologues. Pour déterminer l'espèce de Bouchra et savoir à quoi ressemblait sa vie, Harold va devoir faire appel à une technologie de pointe. Par chance, il a frappé à la bonne porte. Bouchra a beaucoup de choses à nous dire. Les os vont parler. On appelle ça une ablation laser. On essaye de déterminer les déplacements et les habitudes migratoires de cet individu. Des fragments d'os sont étudiés afin de mettre en évidence d'éventuelles fractures ou maladies. Mais surtout, ils vont être soumis à un examen déterminant, l'analyse génétique. On peut répondre à beaucoup de questions en étudiant l'ADN. L'archéologie et l'anthropologie ne peuvent pas y répondre. L'ADN de Bouchra pourrait dire à quelle espèce elle appartient. Homo sapiens, Néandertal ou peut-être une espèce complètement nouvelle. Mais les résultats ne seront pas fiables si le propre ADN des scientifiques se mélange à celui de Bouchra. On fait tout pour éviter de contaminer l'échantillon avec de l'ADN humain. Les tissus modernes présentent infiniment plus d'ADN qu'un vieil échantillon. L'Afrique est un continent chaud, et jusqu'à présent, personne n'a réussi à trouver de l'ADN préservé dans ces régions tropicales. Si on y arrive, ce serait vraiment fantastique. Mais cette analyse a un prix. Un fragment d'os de 2,5 cm va être détruit au cours de l'opération.
Il va falloir l'extraire et l'examiner. C'est bon, ça me paraît bien. Voilà l'échantillon. C'est très fragile? Non, je ne pense pas. Ensuite, on va le mettre dans une pièce spéciale. Une sorte de chambre stérile où on n'introduit jamais aucun ADN moderne. À l'annonce des résultats, la déception est grande. Ils sont négatifs. Les os de Bushra sont trop vieux. Ils ne contiennent pas d'ADN. Il était en assez mauvais état. On a vraiment tout essayé. Les résultats des autres analyses tombent. Quant à sa mort, est-ce qu'on sait si elle a été tuée ou si elle est morte de maladie? Il n'y a pas d'indice sur les os qui permettent de dire qu'elle a été tuée. Il n'y a rien qui indique cela. L'ablation au laser des dents ne révèle pas grand-chose non plus. Les données sont insuffisantes. Pour en savoir plus sur la vie de Bushra, l'équipe devra se cantonner à des méthodes plus subjectives et de plus longue haleine. La meilleure solution consiste à comparer ce visage avec d'autres exemples connus d'hominidés. Mais pour ce faire, ils doivent assembler tous les morceaux, ce qui implique de retirer l'ensemble des fragments de leur enveloppe protectrice de terre et de plâtre. C'est ce qui me fait le plus peur. Il faut préserver son intégrité, mais je ne vois pas comment on peut faire. Le risque est d'endommager encore davantage le crâne de Bushra. On va le préparer pour un scanner. Il faut l'envelopper pour qu'il reste stable pendant l'examen. Ensuite, il ne restera plus qu'à croiser les doigts. Par mesure de précaution, l'équipe d'Harold Diebel fait un scanner du bloc tout entier de manière à garder une image des fragments de crâne tels qu'ils ont été trouvés dans la grotte au Maroc. Le cliché révèle la présence de plus de 100 morceaux distincts, certains pas plus grands qu'un ongle. Une fois le scanner terminé, Bushra est confié à 2 spécialistes appelés conservateurs. Leurs mains expertes vont retirer les pièces une à une, les nettoyer et tenter de leur redonner leur forme originale. Cette opération délicate pourrait prendre des mois, voire des années. L'assemblage d'autres crânes préhistoriques a parfois demandé jusqu'à 8 ans de travail. Harold Diebel va sans doute devoir s'armer de patience avant de pouvoir contempler le visage de Bushra. À 6000 km de là, l'artiste Victor Deck n'a pas envie d'attendre aussi longtemps. Il veut essayer d'écourter le travail des conservateurs à l'aide d'une nouvelle méthode peu orthodoxe mais pleine de promesses, son art. Si le scanner n'était qu'une précaution pour les scientifiques, il est la matière première de Victor. Il a importé les données dans un logiciel de modélisation en 3 dimensions, habituellement utilisé pour des représentations graphiques et des animations. C'est la radio originale que l'Institut Max Planck m'a envoyée. Quand je l'aurai recréée virtuellement, je pourrai repositionner les éléments tels qu'ils étaient avant que le crâne ne soit endommagé. Mais travailler à partir de radios et non d'objets originaux comporte certaines limites. Qu'est-ce que c'est? Une vertèbre? C'est ça le problème quand on travaille avec des radios. On voit mieux les objets en vrai. Certains pensent que Victor perd son temps, notamment le directeur de l'Institut Max Planck, Jean-Jacques Hublin. Je suis pessimiste. La première radio était mauvaise. Pour moi, il est pratiquement impossible de faire une reconstitution du crâne. Jean-Jacques Hublin pense que seule une reconstitution classique faite à la main sera suffisamment précise pour une analyse scientifique. Alors que les conservateurs de Leipzig en sont encore à nettoyer les os,
Victor, lui, en seulement quelques semaines, a achevé son crâne. La peau, les cheveux et les yeux viendront plus tard, mais il peut d'ores et déjà affirmer qu'il n'avait encore jamais vu un tel visage. Ce n'est pas un Homo erectus, ce n'est pas un néandertalien. Où se situe-t-il exactement? C'est impossible de le dire pour l'instant. Il enregistre des images de son travail afin que Harold Diebel et Jean-Jacques Hublin valident sa méthode ou pointent ses erreurs. C'est le moment le plus stressant de sa mission. Il s'envole pour l'Allemagne où il va présenter sa réalisation à un public particulièrement exigeant, ceux qui doutent de sa démarche et qui connaissent le mieux Bouchra. Victor Deck a consacré près d'un mois à la reconstitution numérique d'un crâne d'enfant vieux de plus de 100 000 ans. J'ai hâte de voir la réaction des gens de l'Institut Max Planck et je suis inquiet aussi. J'ai beaucoup investi dans ce travail. J'espère que ça va leur plaire. À l'Institut, les conservateurs sont encore en train d'extraire et de nettoyer les os. La reconstitution physique n'est pas pour tout de suite. Certains scientifiques doutent que le modèle de Victor puisse les aider à déterminer qui était Bouchra. Victor Deck arrive en avance et demande à voir les os. Il ne les avait encore jamais vus en vrai. La radio est presque identique, mais elle n'est évidemment pas aussi précise. On voit moins les détails. Il remarque quelques détails qu'il n'avait pas vus sur la radio à New York. On ne se rend pas vraiment compte tant qu'on ne l'a pas vu comme ça. L'équipe d'archéologues arrive. Ils sont pressés de découvrir son travail. Bonjour Victor. Comment allez-vous? Bien et vous? J'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Victor charge la vidéo de sa réalisation et appuie sur lecture. C'est remarquable. C'est très intéressant. J'aimerais bien la voir. Fantastique, n'est-ce pas? Ça me plaît beaucoup. Je suis très content. J'avais un peu peur de vos réactions. J'avoue que j'étais un peu sceptique. Je trouvais ça un peu prématuré, mais je suis bluffé par ce que vous avez fait. Quand on voit d'où vous êtes parti. Les conservateurs qui assemblent un par un les fragments du crâne comprennent vite l'intérêt du travail de Victor. C'est impressionnant. La vraie reconstitution ne va pas être une mince affaire. Mais on va y arriver, n'est-ce pas? La technique expérimentale de Victor a payé. L'équipe peut mesurer à quel point Bouchra était proche de nous. C'est un visage moderne, dans le sens où c'est un visage plat, c'est-à-dire très différent d'un néandertalien, par exemple. J'ai été très surpris. Il a des traits très primitifs au niveau de la région maxillaire et de la forme de la mâchoire, mais tout le reste fait penser à un Homo sapiens. C'est un crâne très particulier. La tête est grosse, avec une dentition proéminente. Mais sinon, l'aspect général est très moderne. Si Bouchra a vécu à la même époque que l'homme de Néandertal, il est clair maintenant qu'elle a peu de points communs avec lui. Des caractéristiques anatomiques déterminantes, comme sa boîte crânienne et son visage plat, indiquent que Bouchra est un Homo sapiens comme nous.
Mais des traits plus primitifs, comme sa mâchoire saillante, suggèrent qu'elle n'est pas si proche de nous. Les conservateurs retournent à leurs fragments d'os. Il faudra patienter plusieurs mois avant de savoir si leur reconstitution confirme les résultats de Victor. Victor rentre chez lui pour entamer une nouvelle étape de son travail, sculpter un modèle grandeur nature en pâte à modeler à partir de sa reconstitution numérique. J'ai hâte de me mettre au travail. Je vais passer du virtuel au réel. Ensuite, il pourra ajouter la chair, les cheveux et les yeux, et ainsi redonner vie au visage de Bouchra. De son côté, Jean-Jacques Hublin veut examiner de plus près la mâchoire et les minuscules dents de Bouchra. C'est un formidable cadeau du destin. Les enfants sont très intéressants car ils peuvent livrer des informations sur la croissance et le développement des êtres humains. Pendant l'enfance, nos dents poussent en permanence. Une nouvelle couche d'émail se forme chaque jour. Un peu comme sur les troncs d'arbres, on trouve des cercles qui permettent de compter non pas les années, mais les semaines et les jours. En comptant les cercles, Jean-Jacques peut calculer l'âge exact d'un enfant à sa mort. En comparant cet âge à d'autres marqueurs de développement, on pourrait avoir une idée du rythme de croissance et connaître le temps nécessaire au passage d'un bébé à l'âge adulte. L'une des choses qui différencie les humains de nos plus proches cousins primates, c'est le temps que nous mettons à nous développer. On étudie donc depuis longtemps cette question du développement. Est-ce que cela nous dit sur l'espèce humaine? Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas mentalement et physiquement adultes avant l'âge de 18 ans. La plupart des autres animaux atteignent l'âge adulte en seulement quelques années. Les chimpanzés sont matures à 10 ans, soit 2 fois plus vite que nous. L'homme de Néandertal, lui, était adulte dès l'âge de 13 ans, prêt à affronter le monde 5 ans plus tôt que l'Homo sapiens. Il y a de nombreuses explications possibles à ça. L'une d'entre elles est que nous avons un très gros cerveau. C'est un organe complexe. Il faut du temps pour l'organiser. Dans un monde préhistorique et dangereux, on pourrait croire que c'est un atout de grandir vite. Pourtant, l'homme de Néandertal a disparu alors que notre espèce et nos enfants au rythme de croissance plus lent ont survécu. C'est sûrement notre intelligence, développée tout au long de l'enfance, qui nous a permis une telle évolution. C'est une question très importante. Notre rythme de croissance n'a pas que des incidences biologiques. Cela concerne également notre rapidité à apprendre les choses, l'organisation des sociétés. Quand les individus sont aptes à se reproduire, non pas à 18 ou 20 ans, mais à 14 ou 15 ans, ça crée une société complètement différente. Bouchra était très jeune quand elle est morte. Elle avait entre 6 et 8 ans. En examinant ses dents et ses mâchoires, Jean-Jacques Hublin relève des points communs avec nos rythmes de croissance modernes. On a séparé la mandibule de son crâne. On voit que c'est presque exactement le même stade de développement. Cela indique que Bouchra n'a pas grandi vite comme un néandertalien, mais lentement comme nous. 12 ou 14 ans de croissance la séparaient encore de l'âge adulte. Si son corps se développait lentement, à l'image d'un Homo sapiens moderne, peut-être que son esprit, sa manière de penser, était également moderne. Mais étudier l'esprit d'un enfant mort il y a 108 000 ans est loin d'être une chose évidente. Victor Deck a achevé sa sculpture en argile du crâne de Bouchra. Il appelle le docteur Ian Tattersall du Muséum américain d'histoire naturelle afin de se faire confirmer ses hypothèses. Pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai élaboré ce graphique qui me permet de prendre des mesures d'un point A à un point B. C'est fascinant. Ce n'est pas exactement un Homo sapiens standard.
C'est un visage très intéressant, qui associe des traits primitifs à des attributs très modernes. Absolument. Je m'interroge seulement sur cette région. La cavité nasale est un peu différente de ce à quoi je m'attendais. C'est une zone manquante sur la radio. Je crois que vous avez trouvé un bon compromis. Merci. C'est incroyable que vous puissiez faire ça. Je pense que personne n'a encore jamais rien vu de tel. Victor Deck est confiant et pense avoir réalisé un crâne aussi fidèle que possible. Il fait un moule à partir de l'argile et coule du plastique à l'intérieur. Il est maintenant prêt à mettre de la chair sur les os. Pour cette nouvelle étape, Victor va demander conseil à un autre collaborateur de longue date, le docteur Samuel Marquez. C'est le directeur du centre médical de l'Université de New York et un spécialiste de l'anatomie macroscopique. Les anatomistes peuvent simplement indiquer les bonnes liaisons musculaires. Mais Victor, lui, donne vie à cette anatomie grâce à sa pratique artistique. Victor est venu ici pour examiner les visages des cadavres du docteur Marquez. Ce que j'aimerais faire, c'est une dissection transversale, de manière à pouvoir comparer les deux moitiés du visage. Oh, c'est très épais. On croit que l'os est juste en dessous de la peau. Mais en fait, il y a beaucoup de tissu mou entre les deux. C'est ce que j'essaie d'évaluer. Je ne veux pas que ça soit trop fin chez Bouchra. Quand les conservateurs assemblent un crâne, ils travaillent avec des éléments tangibles qu'ils peuvent voir et toucher. Cette phase du travail de Victor Deck repose davantage sur l'interprétation et nécessite de bien comprendre comment les tissus mous sont positionnés par rapport aux os. La graisse se trouve généralement au-dessus des muscles, à peu près partout dans le corps. Mais pas dans le visage. Dans le visage, tout est relié à la peau. C'est comme une marionnette, mais avec des millions de fils, pas seulement 6 ou 7. Après avoir bien étudié la répartition des tissus et des muscles faciaux, Victor se remet au travail. Le visage de Bouchra commence à prendre forme. À plus de 6000 km de là, le docteur Harold Dibble essaye de déterminer si le cerveau caché à l'intérieur de ce crâne était conçu comme le nôtre. Car c'est notre manière de penser qui fait de nous des Homo sapiens modernes, différents de toutes les autres espèces. Cela se manifeste à travers notre façon de communiquer, de faire du commerce ou même de nous habiller. Des indices clairs d'une pensée moderne, rituels, langage et art, ont été mis au jour sur des sites préhistoriques d'Homo sapiens datant de dizaines de milliers d'années. Mais plus on remonte dans le temps, plus les preuves matérielles sont rares. Il existe quelques exemples de bijoux, sculptures et rites funéraires. Mais au-delà de 100 000 ans, les découvertes se résument souvent à des outils fonctionnels en pierre. De bien maigres éléments qui ne nous différencient guère des hommes de Néandertal. Bouchra a vécu à la fin de cette période méconnue, il y a environ 108 000 ans. C'est à cette époque que les premiers Homo sapiens semblent avoir évolué physiquement et mentalement de l'archaïsme vers la modernité. Le visage de Bouchra est clairement moderne. Il reste à déterminer si son esprit l'était également. L'équipe doit rechercher des vestiges pouvant attester de pratiques artistiques, religieuses ou intellectuelles. Quand le crâne et le haut du torse de Bouchra ont été découverts dans le sol terreux de la grotte des contrebandiers, au Maroc, on ne savait pas si son corps avait été enterré intentionnellement ou simplement abandonné, jusqu'à ce que les archéologues mettent la main sur ceci. Vous voyez, c'est un peu plus noir ici. Il n'a pas la même couleur que les autres os. Regardez, celui-ci n'est pas brûlé. De petits fragments d'os, extraits des sédiments entourant le crâne de Bouchra, semblent avoir été brûlés, comme si son corps avait été placé sur un feu. On a des cendres ici et là. C'est la raison pour laquelle nous pensons à une forme d'incinération.
Étonnant, non? C'est la première fois qu'on voit ça. Des fragments d'os humains présentant des traces de brûlure. C'est très intéressant. Cela pourrait être la preuve d'une crémation ou d'un rite funéraire. Un acte symbolique typiquement moderne. Si on arrivait à prouver qu'il s'agit d'un rite, ce serait une réelle avancée. Car les cérémonies de ce type étaient très rares à cette époque, voire inexistantes. Ce pourrait être le plus ancien témoignage dont on dispose. C'est un fait irréfutable, mais insuffisant. Pour en savoir plus sur Bouchra et son peuple, il est indispensable de retourner au Maroc. Cela fait près d'un mois que l'équipe d'Harold Diebel a repris les fouilles dans l'étouffante grotte marocaine. Ils recherchent des éléments qui pourraient les renseigner sur la manière dont Bouchra a été enterré. Aujourd'hui, de nombreux éléments démontrent que Néandertal inhumait ses morts. Mais les scientifiques ne savent que peu de choses sur ces rites funéraires. Chaque nouvelle découverte est essentielle et permet de préciser les connaissances sur les préoccupations spirituelles de l'homme préhistorique. Vera Aldias est géoarchéologue. Elle est là pour étudier les sédiments dans lesquels Bouchra a été retrouvé. Qu'est-ce que c'est? Des cendres? Oui, je pense. Il semble qu'il y ait des cendres tout autour du crâne. L'usage du feu remonte à plus d'1 million d'années. En soi, ce n'est pas une preuve de modernité. Mais si ce feu a été allumé pour se débarrasser rituellement des restes de Bouchra, il s'agirait alors de la plus ancienne cérémonie de crémation jamais découverte. Elle était à peu près ici. Et il y a d'autres os brûlés tout proches. Mais comme ils sont éparpillés, on ne peut pas savoir s'il y a eu un ou plusieurs feux au même endroit. C'est un problème. Les archéologues sont dans une impasse. On ne peut pas prouver qu'une tombe a été délibérément creusée. On n'a aucun élément tangible indiquant un enterrement rituel. C'est vrai. Je ne vois rien d'extraordinaire. Le corps n'est pas dans une position particulière et il n'y a aucun élément qui va dans ce sens pour l'instant. La seule conclusion que l'on puisse tirer, c'est que le corps a été laissé ici et que peu de temps après, des animaux sont venus et l'ont partiellement dévoré. Bouchra n'a pas été enterrée. Elle a été abandonnée. Mais pourquoi ? Cette découverte est à la fois une déception et une énigme. D'autres recherches sont en cours dans l'espoir d'en savoir plus sur la vie et les derniers instants de cet enfant. Emily Hallett, de l'Université d'Arizona, est chargée de faire le tri parmi les quelques 700 fragments d'os d'animaux découverts près de Bouchra. Alors? Ici, on a le radius proximal d'une vache. Emily Hallett a mis au jour les restes d'un dîner préhistorique. Dessus, on distingue un impact de marteau en pierre, juste ici. Ah oui, c'est comme ça qu'ils l'ont cassé. Exactement. C'était pour extraire la moelle, car la moelle est très riche en nutriments et en graisse. C'est un aliment nourrissant. Ces os présentent des traces d'impact, ce qui indique que les animaux ont été tués et découpés avec des outils en pierre. Ils ne présentent par ailleurs aucune marque de morsure animale. Cela signifie donc que le peuple de Bouchra ne se nourrissait pas des restes laissés par de grands prédateurs, c'étaient des chasseurs. Les os nous disent ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils chassaient. Ils nous disent aussi quelque chose sur leur environnement. Quand on peut relier un os à une espèce, on peut dire que telle espèce de gazelle vivait dans la savane. Le peuple de Bouchra trouverait bien peu de gazelles aux alentours de la grotte aujourd'hui. Et pas seulement en raison de l'urbanisation. C'est une question de géographie. À l'intérieur des terres, à seulement quelques dizaines de kilomètres de distance, le sol devient aride et fait place à un désert, le Sahara. Il isole cette région d'Afrique du reste du continent. À l'époque de Bouchra, le paysage était très différent. Nick Drake est géographe au King's College de Londres. Le Sahara a sans doute été verdoyant par le passé. Depuis 10 ans, Nick Drake étudie le Sahara,
grâce aux images satellites de la NASA. Il a trouvé la trace de vastes savanes luxuriantes bordant des lacs depuis longtemps disparus. L'activité de ces grands lacs a laissé des rives remarquablement visibles. D'après nos calculs, ces lacs remonteraient à environ 110 000 ans. Ce qui, je crois, correspond à peu près à l'âge du crâne que vous avez retrouvé dans la grotte du Maroc. Nick Drake a ensuite superposé une carte de tous les sites Homo sapiens connus dans la région et datant de l'époque de Bouchra. L'alignement des deux cartes révèle de probables routes migratoires de l'âge de pierre. Au lieu d'être bloqué par le désert, le peuple de Bouchra a très bien pu migrer partout en Afrique. On a un autre couloir ici qui permettait de circuler d'est en ouest, du nord au sud. Ils étaient très mobiles. Ils voyageaient beaucoup. Les conclusions de Nick Drake expliquent peut-être pourquoi le corps de Bouchra a été abandonné aux charognards. Ce peuple n'était pas sédentaire. Des éléments à l'intérieur de la grotte confirment la théorie selon laquelle ce peuple était constitué de chasseurs-cueilleurs, se déplaçant au gré de leurs besoins sur la terre comme sur la mer. Pour la première fois dans l'évolution humaine, on commence à voir des peuples qui exploitent le meilleur de ces deux mondes. La plage est par là, la savane est par là. Et ils convergent ici, au milieu. Ils allaient sur la côte et ils ramassaient des moules, des patelles ou d'autres mollusques. Ils retiraient la chair et ils laissaient les coquilles sur place. Les hommes ont commencé à manger régulièrement de la viande il y a environ 2,5 millions d'années. Mais ce n'est que depuis 100 000 ou 110 000 ans que l'on voit des humains exploiter les ressources maritimes. Il s'agit donc de l'un des premiers exemples d'hommes ramassant des produits de la mer. De nombreux scientifiques pensent que les hommes de Néandertal n'ont jamais mangé de fruits de mer. Si le peuple de Bouchra consommait des coquillages, cela veut dire qu'il se rapprocherait plus de l'espèce humaine moderne. Mais c'est le seul élément dont dispose Harold Diebel. Ce n'est pas suffisant pour prouver que l'enfant avait un cerveau aussi complexe que le nôtre. Pendant qu'Harold continue de fouiller le sol marocain à la recherche d'indices, Victor s'apprête quant à lui à façonner le visage de Bouchra. C'est comme si je sculptais le portrait de quelqu'un. Mais là, je pars de l'architecture interne. Victor pense avoir fait une découverte dans cette architecture faciale. Le crâne de Bouchra a une forme légèrement différente de celle qu'il avait imaginée au départ. Cela implique de modifier le modèle final d'une façon subtile mais déterminante. Victor réserve une petite surprise aux archéologues quand il leur révélera enfin le visage de Bouchra. L'équipe d'Harold Diebel ne dispose toujours d'aucun indice sur le mode de pensée de Bouchra. Mais les archéologues viennent de faire une découverte très intéressante. Un ensemble de petits coquillages étonnants. Ils sont trop petits pour être mangés, non? Oui. Et en plus, il n'y a rien à l'intérieur. Ces mollusques à coquilles proviennent de bassins de marée qui étaient situés à une dizaine de kilomètres de la grotte à l'époque de Bouchra. C'est intéressant, car les gens ont dû aller les chercher sur la plage et les rapporter dans la grotte où nous nous trouvons aujourd'hui. Ils ne les mangeaient pas, mais ils avaient une utilité. La plupart des coquilles sont percées. Il y a un trou ici et un autre là. On n'avait encore jamais rien trouvé de tel pour cette époque. La grande question, c'est de savoir si les gens perçaient les coquilles et les mettaient sur une ficelle pour en faire un collier, par exemple. Se parer d'ornement est un acte symbolique. Cela dit aux autres à quel point vous êtes riche ou à quel groupe vous appartenez. Ça symbolise quelque chose. On admet couramment que c'est l'une des choses qui différencie notre mode de pensée et notre comportement de ceux de toutes les autres espèces. Mais les trous en eux-mêmes ne suffisent pas à prouver que ces coquillages étaient utilisés comme ornement. Certains coquillages ont des trous. Ces trous peuvent être naturels. Alors, comment prouver que les gens choisissaient de les porter?
Même si les anciens Homo sapiens ne mangeaient pas de mollusques, de nombreux autres animaux s'en nourrissaient certainement. Seul un œil expert pourrait distinguer des trous naturels de trous percés par l'homme. Le docteur Esteban Alvarez est un archéozoologiste spécialisé dans les coquillages anciens. Alors, montrez-nous ça. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Ah, vous les portez sur vous? Formidable. Il vit sa passion. Pendant plusieurs mois, Esteban a porté un collier et un bracelet composés des mêmes espèces de coquillages que ceux retrouvés dans la grotte de Bouchra. Vous dites qu'au bout de 2 mois, vous voyez déjà la différence? Oui. Il y a des traces d'usure. On le voit bien ici, autour des trous. Ce sont des traces d'usure. Les bords se sont arrondis et adoucis sur celui-ci. C'est vrai, en effet. Sous le microscope, les marques sur le coquillage d'Esteban sont parfaitement identiques aux traces d'usure présentes sur les coquillages de la grotte. Ces marques ne peuvent pas être naturelles. Non, elles ne sont pas naturelles. Il est clair que ces perforations ont été effectuées par des humains. Cela voudrait dire que le peuple de Bouchra utilisait ces coquillages comme des bijoux. C'est incroyable. Ce sont les premiers témoignages de comportement associés aux humains modernes. D'après les éléments dont nous disposons, je pense qu'il ne fait aucun doute que Bouchra était un être humain moderne et que son comportement l'était aussi. Bouchra était l'une d'entre nous. Harold Diebel s'apprête à rentrer chez lui après de longs mois passés sur le terrain. Mais avant, il a une dernière chose à faire. Salut Harold, comment allez-vous? Très bien Victor. Vous avez quelque chose pour moi? J'ai hâte de vous montrer. Eh bien, on ne sait pas où donner de la tête. Oui. Ah, je plaisante. Après avoir étudié Bouchra pendant 15 mois, Harold Diebel va enfin pouvoir la regarder dans les yeux. Jean-Jacques Hublin effectue des fouilles en France. Les deux hommes communiquent par vidéoconférence. C'est bon, on vous voit. Vous me voyez? Oui, à peu près. Bonjour, comment allez-vous? Je suis impatient de voir ce qu'il y a là-dessous. Victor n'a pas encore parlé à Harold et Jean-Jacques des modifications qu'il a apportées à son modèle. J'ai le trac. Voici la reconstitution de Bouchra. Oh, c'est très beau Victor. Il semblerait donc que Bouchra était un garçon. Après avoir travaillé des semaines sur son modèle, Victor a remarqué de petits détails sur le crâne que Harold et Jean-Jacques ne pouvaient pas voir, puisque les fragments d'os étaient encore en cours d'assemblage. Il pense que le crâne n'avait pas le front bombé, une caractéristique observée exclusivement chez les femmes. Le front n'avait pas l'air d'être bombé. Je suis très impressionné et je dois dire qu'il me plaît beaucoup. Tant mieux, je suis soulagé. On ne pourra plus jamais regarder aucun objet provenant de ce site sans avoir cette image en tête. Au fond, garçon ou fille, Bouchra signifie toujours bonne nouvelle. Quel que soit son sexe, on est face à un jeune enfant qui a vécu il y a très longtemps. Et c'est là tout l'intérêt de cette histoire. Bouchra nous offre le visage inédit d'un enfant homo sapiens moderne datant d'une époque décisive pour notre espèce. C'est un jalon essentiel de notre évolution. Cela nous donne une image des êtres humains qui ont vécu en Afrique et qui, à un moment donné, ont quitté l'Afrique pour aller coloniser le reste du monde. Bouchra trouve merveilleusement bien sa place ici. Juste 1 minute avant nous. Exactement. Un enfant disparu revient à la vie. Et à travers son histoire se dessine plus clairement celle de l'humanité.